Salut les investisseurs, dans cette vidéo, on va mettre à jour l'analyse de Verallia. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. On commence tout de suite avec le cours de l'action. On est sur une action qui est en train de rebondir depuis le point bas à 22,50€ de janvier de ce début d'année 2025. On a eu la publication des résultats récemment et on a eu aussi une annonce d'OPA d'un actionnaire majoritaire qui veut se renforcer au capital sans retirer le groupe de la cote. Je pense que c'est malin de se positionner ainsi, de se renforcer en bas cycle, puisque tout le secteur est en bas cycle. En fait, on est très lié au secteur des spiritueux, mais également au secteur des boissons en général. Donc on a une entreprise qui subit ce bas cycle. On profite de la valorisation qui est basse du groupe pour pouvoir se renforcer. Donc c'est peut-être une bonne idée également de regarder le dossier. On va voir ça ensemble. Alors, on dézoome un petit peu. On est sur une croissance médiane du chiffre d'affaires de 6,24%. En 2024, on a fait moins 11,5% de croissance. On a décru de 11,5%, ce qui est quand même pas mal. Hein. Donc bon, là-dessus, on est sur un marché qui est cyclique, évidemment. On va aussi dépendre beaucoup de la commande des clients. Ce qui est plutôt rassurant, c'est que hors 2020, on n'a pas fait de décroissance. Donc là, c'est vraiment très très lié au bas de cycle sur les spiritueux. L'entreprise fait également des acquisitions pour consolider ses parts de marché. On a eu notamment l'acquisition d'une usine en Italie, des mémoires qui appartenaient à Vidrala. En fait, ce business-là en Europe, c'est un duopole avec Vidrala et Verallia qui se tirent la bourre. Ce qui permet aussi, soit dit en passant, de fixer les prix. On va regarder ça. Donc le taux... Alors, Verallia, il faut essayer de comprendre ce qu'ils mettent dans leur taux de marge brute. Pourquoi est-ce que le taux de marge d'EBITDA est au-dessus? Donc là, il faut aller voir un compte de résultat. Donc moi, quand je vois ça, hop, le taux de marge brute, j'en tiens pas compte, puisque le taux de marge brute, c'est pas normalisé, la marge brute, donc on peut éviter. Voir en fait que sur un taux de marge, on a un taux de marge d'EBITDA de 26%. Pour un business comme la verrerie, c'est quand même élevé. Hein. C'est vraiment une très bonne rentabilité opérationnelle, une bonne profitabilité, bon niveau de marge opérationnelle, donc il y a une bonne efficience. Ce qui est rassurant sur 2024, c'est qu'on a fait une décroissance, mais on a réussi à maintenir les marges. Je sais pas comment ils ont réussi ce miracle, mais en tout cas c'est très bon. C'est-à-dire que malgré tout, on arrive à limiter la casse, hein, donc le management n'est pas si mauvais. En taux de marge net, lui il baisse un petit peu, donc il faut voir ce qui rentre. Est-ce qu'il y a de l'exceptionnel? On n'a pas autre chose sur les free cash flow? On a des free cash flow là qui sont plus élevés et ça rebondit en plus sur la période. Donc là, il doit y avoir de l'exceptionnel, il doit y avoir des charges non cash en fait qui font que ça fait baisser les résultats nets. Bon, ce qu'on voit ici, c'est que là, pareil, c'est résilient. Donc ça baisse, mais c'est normal, hein, le chiffre d'affaires est en baisse, mais ça limite la casse. Donc on n'est pas sur un business qui est très qualitatif, mais on est sur des marges qui sont à un bon niveau et un management qui est compétent, on va dire, hein, qui a un bon niveau là-dessus. On continue avec la conversion des bénéfices nets en free cash flow. Toujours important d'avoir une équivalence entre les deux si possible, ou des free cash flow plus élevés que les bénéfices nets. Mais encore, ça dépend de comment c'est obtenu. Alors, est-ce que c'est une amélioration du BFR? On a une variation du BFR qui est quasiment nulle sur la période. Donc c'est pas le BFR qui fait qu'on a des free cash flow plus élevés. Est-ce qu'on a des dépenses en capital moins élevées que les dépréciations et amortissements? Non, on continue à investir dans l'appareil productif. Si c'était l'inverse, ça serait peut-être dommage pour le futur. Ça veut dire qu'on arrête d'investir dans l'appareil productif et que du coup, peut-être qu'on s'aborde la croissance future. Mais là, c'est pas le cas. On continue à investir, on continue à développer les usines. Donc ça, c'est plutôt bien. Donc il doit y avoir des other non-cash items. Il y en a pour 1,77 milliard. Donc qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Il faut aller voir un tableau de flux de trésorerie, mais ça explique en fait cette différence. Donc une bonne part de la différence. Donc voilà, on utilisera plutôt les free cash flow pour valoriser l'entreprise s'il n'y a pas de dette, mais il y en a, on va le voir, parce que les free cash flow sont plus représentatifs de ce que gagne vraiment l'entreprise. On continue avec le rendement des capitaux investis, donc la rentabilité opérationnelle. On est sur une médiane de 15,2%, 15,3%, ce qui est très élevé, hein. C'est excellent, hein, comme rentabilité sur une entreprise industrielle. On est sur, à l'heure actuelle, 13,8% sur la dernière période, sur les 3 derniers mois qui ont été publiés. Donc c'est pas si mauvais pour un bas de cycle. Je pense que l'entreprise arrive quand même bien à générer du cash, hein, malgré la décroissance, malgré les problèmes actuels. Donc ça c'est excellent, ça va permettre de autofinancer la croissance. Pour l'instant elle est un peu nulle, mais en tout cas on peut financer les dépenses en capital. Ça permet aussi de rémunérer les actionnaires ou de faire des acquisitions éventuellement. Alors on va regarder la dette. Alors on est sur une dette nette qui est en train de monter, hein. Depuis 2022 elle ne cesse de monter. On a
1,810 milliard de dettes nettes, ce qui représente 2 fois l'EBITDA. Donc c'est pas un niveau qui est inquiétant, c'est soutenable à ce niveau-là. Ça représente par contre un peu plus de 6 fois les free cash flow. Donc là c'est peut-être un peu plus compliqué. C'est-à-dire qu'en gros, c'est avec les free cash flow que vous rembourser la dette, mais vous pouvez, enfin avec les cash flow opérationnels, mais vous pouvez, si vous convertissez plus d'EBITDA en free cash flow, eh bien vous pourrez rembourser plus de dettes. Donc ça voudra dire peut-être que l'entreprise devra baisser ses dépenses en capital pour rembourser la dette, mais à ce niveau-là, pour l'instant, on est plutôt pas mal. On n'est pas sur un niveau qui est inquiétant. La rémunération des actionnaires maintenant, on est sur un dividende qui est payé, alors 252 millions de dividendes, c'est un peu limite, hein, par rapport au free cash flow. On a 270 millions de free cash flow, 252 millions de dividendes, donc ce dividende il va baisser, hein, sauf si les free cash flow remontent. Alors si le cycle repart, il y a peut-être que ce dividende-là va rester au niveau actuel, mais il y a de fortes chances qu'en fait il baisse par la suite parce que on a des free cash flow pour l'instant qui sont un peu faiblards. On paye une énorme part du dividende, une énorme part des free cash flow en dividende, et donc à mon avis c'est pas très soutenable. Il y a un peu de dilution, mais ça doit être de l'actionnariat salarié ou des plans d'action gratuites, enfin des actions de performance pour le management. Il n'y a pas une dilution régulière, donc ce qu'on aimerait, et surtout qu'on va le voir après, vu la valorisation, c'est qu'il y ait des rachats d'actions. Maintenant, vu qu'on utilise une bonne part des free cash flow pour payer le dividende, il n'y a plus de marge pour acheter des actions. Peut-être qu'on devrait prioriser les rachats d'actions plutôt que de payer un dividende. Au niveau actuel, en plus, le dividende, il est à peu près à 7%. Il est à mon avis trop élevé. Donc c'est pas soutenable. On pourrait avoir un dividende à 3% et éventuellement faire des rachats d'actions. Hein. Ça serait pas bête. Alors on continue avec la valorisation de l'entreprise sur EBITDA vu qu'il y a de la dette. Alors dans l'absolu, c'est un business qui se paye pas cher. Hein. Il se paye à 5,7 fois sur la période cotée. Donc on est coté que depuis 2020. Avant c'était une filiale de Saint-Gobain qui a spin-off l'entreprise pour se concentrer sur les activités à plus forte marge. Là, on est sur quelque chose qui est pas très très chèrement valorisé par le marché. On n'a pas de marge de sécurité en relatif par rapport aux multiples historiques, puisqu'on est quasiment dessus. Mais dans l'absolu, ça reste faible. En dessous de 7 fois la valeur d'entreprise sur EBITDA, vous êtes vraiment value, quoi. Donc, à l'heure actuelle, je pense qu'il y a tout de même une marge de sécurité sur Verallia, et ça sera la conclusion de l'analyse. Pour l'instant, c'est pas cher. Il y a une OPA, donc on va en fait le cours qui va un peu tourner autour des 30 €, puisque l'OPA est à 30 €. Il n'y aura pas de retrait de la cote. Donc, si un actionnaire majoritaire a fait une OPA, c'est qu'il sait que l'entreprise est sous-valorisée. Vu le multiple, apparemment oui, c'est sous-valorisé. Le dividende, il est un peu trop élevé, donc il risque de baisser un petit peu. Mais on n'est pas forcément sur Verallia pour le dividende. On est plutôt là pour jouer un coup value. Le timing actuel, si c'est du court terme, je pense qu'il est pas optimal parce qu'on a encore un bas de cycle sur les spiritueux. Hein. Je renvoie vers l'analyse de Pernod Ricard et de ses concurrents que je suis sur la chaîne. Donc peut-être qu'il va y avoir un coup d'opportunité si on se place maintenant. Si on a un horizon plutôt moyen terme, supérieur à 12-24 mois, je pense que c'est pas si mauvais que ça comme point d'entrée sur Verallia. J'espère que cette analyse vous a intéressé. Si c'est le cas, mettez un pouce vers le haut et pensez à vous abonner à la chaîne. À bientôt.